On reprend. Donc, pour illustrer le cas, je vais vous parler de Madame T, une patiente de 29 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers à part une hernie hiatale compliquée de RGO, qui n'a pas d'antécédents familiaux, notamment de cardiopathie, pas de traitement et qui va se présenter le 22/07/2022 à 40 semaines d'aménorrhée pour un début de travail associé à des métroragies. Va être programmé un accouchement par voie basse qui va se compliquer d'une hémorragie de la délivrance, puisqu'elle va perdre plus de 3 litres de sang. Elle va avoir une transfusion massive et notamment une révision utérine qui va mettre en évidence un saignement au point de départ du col utérin. Ça va être pris en charge par la mise en place d'un ballon de Bacri et des compresses intravaginales. La patiente est transférée en réanimation. À ce moment-là, elle est stable hors amine, elle ne saigne plus et on lui fait sa première échographie cardiaque qui retrouve une FEVG à 20% avec une hypokinésie des bases. Le reste est normal. À l'ECG, rien de particulier. Elle est un peu tachycarde, pas de trouble de la repolarisation et juste un bloc de branche droit incomplet qui est courant chez les jeunes. Et par contre, à la biologie, un pic de troponine à 7500 nanogrammes par litre. Étant donné qu'elle est stable, elle va être extubée, mais ça va être marqué par un court épisode d'OAP qui va être traité par VNI furodobutamine qui est sevré au bout de 24 heures. Et la patiente va être transférée à l'USIC pour discuter un peu de l'étiologie. Donc à l'USIC, toujours une FEVG à 20%. Les hypothèses diagnostiques chez elle, ça aurait pu être une cardiomyopathie dilatée, mais chez elle, le VG n'est pas dilaté, il n'y a pas d'antécédents familiaux de cardiomyopathie. On a pensé également à la myocardite devant les troponines augmentées, mais elle n'a jamais eu de douleur thoracique et elle n'a pas eu de modification ECG. On peut aussi également penser à la coronaropathie, mais chez elle, il n'y a aucun facteur de risque cardiovasculaire, elle n'a pas eu de douleur et pareil, le CG est inchangé. Et enfin, le Takotsubo inversé, parce qu'on avait une hypokinésie des bases à l'échographie, qui est possible parce que ça touche plutôt les trentenaires, mais ça reste quand même moins de 1% des Takotsubo, donc c'est quand même un diagnostic qui est rare. Donc chez elle, on va plutôt évoquer la cardiomyopathie du péripartum et qui va motiver la mise sous bromocriptine le 25/07, plus des traitements de l'insuffisance cardiaque type bisoprolol, ramipril. Et elle va avoir l'IRM quand même cardiaque 4 jours après pour écarter les autres diagnostics que j'ai cités, qui va montrer une FEVG qui s'améliore déjà bien parce qu'elle a une FEVG à 46%, un ventricule gauche qui est un petit peu dilaté à 109 millilitres par mètre carré. Et surtout, l'IRM va montrer qu'il n'y a pas de prise de contraste myocardique, ce qui n'est pas en faveur de tout ce qui est Takotsubo, myocardite ou séquelles d'infarctus. À noter aussi qu'il n'y a pas de thrombus endocavitaire. On va explorer aussi ces coronaires avec un coroscanner qui montre des coronaires saines et notamment pas d'anomalie de naissance des artères coronaires. Donc, elle va finir par sortir et quitter le service sous bisoprolol, ramipril, bromocriptine, avec une FEVG à 55%. Et elle va revoir Benjamin 2 mois après, qui va montrer une totale normalisation de sa fonction cardiaque, avec une FEVG à 70%, une cinétique normale et surtout un VG qui n'est plus dilaté. Alors, la cardiomyopathie du péripartum, elle a été redéfinie en 2010 par le groupe de travail européen. Il s'agit d'une cardiomyopathie idiopathique qui se présente comme une insuffisance cardiaque suite à une dysfonction systolique ventriculaire gauche, donc une FEVG inférieure à 45%, dans le dernier mois de grossesse ou dans les 5 mois suivant l'accouchement. Il s'agit d'un diagnostic d'exclusion. L'épidémiologie, elle est très variable selon les pays. On voit qu'à Haïti ou en Afrique du Sud, ça touche une grossesse sur 400, alors qu'en Europe ou aux États-Unis, c'est une grossesse sur 4000. On a réussi à identifier des facteurs de risque donc généraux, qui vont être l'antécédent personnel ou familial de cardiomyopathie du péripartum, un âge maternel supérieur à 30 ans, une origine africaine, des patients hypertendus ou qui vont présenter un prééclampsie, les diabétiques et les tabagiques. Pour ce qui est de la grossesse, ça va surtout toucher les patients qui sont multipares, des grossesses gémellaires ou l'utilisation de tocolyse
qui, je le rappelle, la tocolyse, c'est l'administration d'un produit afin d'inhiber les contractions utérines en cas de menace d'accouchement prématuré. Mais il faut savoir que dans un tiers des cas, il n'y aura aucun facteur de risque que j'ai cité chez les patients qui font ce problème-là. C'est le cas de la patiente dont tu as Ouais, parlé. exactement. Il n'y en a absolument aucun. Aucun facteur de risque, ce n'est pas prédictible. Ouais. Donc la physiopathologie, il faut retenir que ça va être lié à un climat anti-angiogénique. On sait que le placenta va sécréter un récepteur soluble qu'on appelle FLT1 qui va inhiber le VEGF et donc également la microcirculation. On sait aussi que le stress oxydant lié à cette période-là va entraîner un clivage de la prolactine en différents peptides qui eux aussi vont inhiber la microcirculation. Et cette microcirculation qui est inhibée va être à l'origine d'une incapacité du cœur à s'adapter au stress du péripartum et va être à l'origine d'une dysfonction biventriculaire qui peut être sévère. La présentation clinique, donc c'est une insuffisance cardiaque qui va apparaître surtout au premier mois post-accouchement, mais qui peut apparaître jusqu'à 5 mois après l'accouchement. Ça peut également apparaître dans le premier mois, dans le dernier mois de grossesse. Si ça apparaît avant, il faut penser à une cardiomyopathie préexistante. Donc la présentation clinique, c'est l'insuffisance cardiaque, une dyspnée, une toux au décubitus, des œdèmes des membres inférieurs, une asthénie. Mais ça reste difficile parce que chez une femme enceinte, c'est des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Et notamment, en général, ils vont aller consulter leur médecin traitant ou leur sage-femme ou l'obstétricien qui ne vont pas forcément avoir ce déclic que nous, on pourrait avoir devant ce tableau-là. Alors, il y a l'équipe de James Fett, qui est en fait un cardiologue à Haïti, qui est bien sensibilisé au sujet, qui a proposé un score de probabilité clinique qui est assez simple, qui reprend les symptômes un peu de l'insuffisance cardiaque. Et selon la gravité, il y aura 0, 1 à 2 points. Donc, il reprend la dyspnée, l'orthopnée, la toux, les œdèmes des membres inférieurs, la prise de poids au 9e mois et la présence de palpitations. En fonction, il y aura 3 niveaux de risque. Risque bas, c'est une simple surveillance. Risque intermédiaire, il faut doser les BNP. Et risque élevé, il faut doser les BNP et réaliser une échographie cardiaque. L'échographie cardiaque, ce qu'elle peut retrouver pour poser le diagnostic, c'est surtout, et ce qui est obligatoire, c'est la FEVG inférieure à 45%. Ce qu'on peut trouver également, mais qui n'est pas obligatoire, c'est une dilatation du ventricule gauche et une atteinte du ventricule droit, qui est un facteur pronostic de mauvais pronostic. Et il faut également rechercher un thrombus intracavitaire, parce qu'on sait que cette période-là du péripartum est vraiment sujet à la thrombose. Donc, comme je disais, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, avant de pouvoir poser ce diagnostic, il faut écarter tous les autres. Donc là, je vous les ai classés un peu en fonction du moment où les symptômes vont apparaître. Donc, soit avant l'accouchement, donc ça peut être tout simplement une dyspnée bénigne du 3e trimestre. Il faut penser également à l'éclampsie et au pré-éclampsie. Il faut penser bien sûr à la décompensation d'une cardiomyopathie préexistante, notamment s'il y a des antécédents familiaux ou aussi s'il y a une exposition aux anthracyclines, par exemple, chez une dame qui a eu un lymphome ou des choses comme ça. Et il faut penser à la myocardite. Dans le contexte d'accouchement, il faudra penser à l'embolie de l'éthyde amniotique, qui peut donner ce genre de tableau de dysfonction biventriculaire, qui est un diagnostic qui est difficile et qui sera porté par la réalisation d'une fibroscopie bronchique. Le syndrome coronarien aigu, chez ces femmes jeunes, ça va surtout être les dissections coronaires et le spasme sous soluprostone. Le soluprostone, en fait, c'est un médicament qu'on utilise chez les femmes enceintes après l'accouchement quand elles ont une atonie utérine, donc l'utérus qui ne se contracte pas et qui peut être à l'origine d'un saignement. Donc, on va leur administrer ça, sauf que ça fait spasmer l'utérus comme ça peut faire spasmer les coronaires. Là encore, il faut penser à la décompensation d'une cardiomyopathie préexistante, penser à la cardiopathie de stress, Takotsubo, penser également à la myocardite. Et ensuite, en postpartum,
Donc là, c'est ce que je disais, devant le caractère thrombotique de cette période-là, il faut penser à l'embolie pulmonaire, là encore à la décompensation cardiaque d'une cardiomyopathie préexistante et à la myocardite. La prise en charge, en fait, il va y avoir deux tableaux. Soit on a un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë qui va souvent toucher des patientes jeunes, et c'est des tableaux très bruyants, donc le cas de notre patiente en introduction. Ou sinon, ça va être un diagnostic d'insuffisance cardiaque chronique. Et en fait, ça va être un diagnostic tardif. C'est une dame qu'on va voir à distance de son accouchement et qui va avoir une dysfonction cardiaque. Et en fait, là, ça va être la même prise en charge qu'une cardiomyopathie dilatée primitive. Alors, la prise en charge aiguë, donc la première mission, ça va être d'identifier les patients à haut risque parce que c'est une maladie qui, comme la myocardite, est très imprévisible et qui peut évoluer rapidement, notamment vers un choc cardiogénique dans 10 à 15% des cas, sur des troubles du rythme qui peuvent mener jusqu'à l'orage rythmique. Et enfin, sur le côté embolique, avec un thrombus intracardiaque qui peut emboliser en périphérie. Donc, ces patientes à haut risque, c'est celles qui ont un FEVG inférieur à 30% ou une dysfonction biventriculaire. C'est les patients qui vont avoir besoin d'inotropes positifs ou celles qui vont avoir une intolérance aux faibles doses de traitement de l'insuffisance cardiaque, type bêta-bloquant et IEC. Ces patientes-là, elles doivent aller en soins continus ou à l'USIC pour bénéficier d'inotropes, de diurétiques et surtout, et là je reviendrai dessus, c'est des patients qu'il faudra anticoaguler. Puis quand elles seront stabilisées, on pourra faire un relais vers les traitements de l'insuffisance cardiaque. Alors je vais parler un petit peu du cas où la cardiopathie va se présenter avant l'accouchement, parce qu'il y a la mère, mais il y a aussi le nouveau-né qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas vraiment de recommandation formelle, mais si la patiente est plutôt stable, vu qu'on sera en général sur le dernier mois de grossesse, on va plutôt réaliser une extraction rapide du fœtus. Et si le col est prêt et que la patiente est stable, on peut réaliser une voie basse. Sinon, ça sera une césarienne. Et par contre, s'il y a une défaillance hémodynamique, ça sera une césarienne de sauvetage maternel, plus ou moins pose d'ECMO au bloc opératoire. Je reviens également sur les traitements chez la femme enceinte. Ce qu'on peut utiliser donc, chez elle, c'est les bêta-bloquants, une petite préférence pour le Trandate, la digoxine, la dobutamine, les inhibiteurs calciques, les HBPM, le furosémine. Juste noter pour le furo, il faut que les concentrations en général fétales sont identiques à celles de la mère, voire un peu augmentées. Donc à la naissance, il faudra vraiment vérifier la volémie et l'iono du nouveau-né. Sont contre-indiqués les IECRA2, anti-aldostérone, Entresto, AVK. Et pour ce qui est de la cordarone, c'est en cas d'urgence vitale, parce qu'on sait que ça peut donner des dysthyroïdies chez le nouveau-né. Donc le traitement maintenant, donc j'ai parlé de la bromocriptine tout à l'heure, j'ai ressorti le schéma sur la physiopathe et en fait la bromocriptine va inhiber la prolactine et donc casser un peu ce climat anti-angiogénique. La bromocriptine, donc la première fois que ça a été étudié, ça date de 2010. Sur l'étude à gauche, en noir, c'était les patients qui n'étaient pas traités, et en blanc, les patients traités par bromocriptine. Et on a étudié le nombre de morts, la dyspnée et la présence d'une dysfonction cardiaque sévère. Et on voit que le résultat combiné, il est extrêmement probant, quoi. Il y a un vrai effet de la bromocriptine. Et on a une deuxième étude qui va apparaître en 2017 qui va réfléchir sur la durée de traitement. Donc, il y avait un groupe qui allait avoir le traitement pendant 1 semaine et un groupe pendant 8 semaines. En rouge, c'est les patientes qui vont présenter une dysfonction VG inférieure à 35%, en jaune entre 35 et 50, et en vert supérieur à 50%. Il n'y a pas eu de résultats significatifs, mais on peut voir quand même qu'il y a une tendance à vraiment à y avoir moins de dysfonction cardiaque sévère sous 8 semaines de traitement. Donc, c'est actuellement ce qui est fait. Donc, à qui proposer la bromocriptine?
On va plutôt le proposer aux patientes qui ont un diagnostic avant le terme ou dans le mois suivant l'accouchement. On va le proposer aux patientes qui ont un FEVG inférieur à 30% ou une dilatation du ventricule gauche supérieure à 60 mm, qui sont en état de choc ou bas débit périphérique sans réponse favorable aux inotropes, et s'il n'y a pas d'amélioration clinique notable après 15 jours de traitement, type IEC, bêta-bloquant et maintenant les nouveaux traitements qu'on a. Et une petite parenthèse pour le traitement préventif, c'est si jamais la patiente souhaite avoir une nouvelle grossesse, et on pourra lui proposer ce traitement-là sur le dernier mois de sa grossesse. Là où on sait que la bromocriptine ne sera pas très efficace, c'est si on a un diagnostic au-delà de 1 mois après l'accouchement, si la FEVG est supérieure à 40% et que le VG n'est pas dilaté. Et la bromocriptine est contre-indiquée en cas d'antécédent thromboembolique artérielle, en cas de présence d'un thrombus intra-VG ou en cas d'HTA non contrôlé ou de tableau d'éclampsie. Diamètre inférieur à 55. Ouais. Si tu as un VG effondré avec un VG pas dilaté, comme c'était le cas de la dame, là, ça serait dans les non-indications. Elle a quand même la FEVG inférieure à 30%. Donc oui, il suffit qu'il y en ait un des deux. Un des deux pour l'un ou l'autre. Ouais. Même si elle avait un VG préservé mais qu'il était dilaté, on lui aurait proposé. Donc, si tu n'as ni la FEVG altérée, ni le VG à 55. Ouais, on ne propose plutôt pas. Donc, c'est des patients qu'il faut anticoaguler vraiment parce que c'est une période avec la bromocriptine en plus très thrombogène. La posologie, c'est 2,5 mg, donc 2 fois par jour pendant 2 semaines, puis 2,5 mg une fois par jour pendant 6 semaines. Donc, on est vraiment sur le 8 semaines de traitement. Maintenant, je vais parler un peu du tableau de la prise en charge en phase chronique. Donc, c'est des patientes qu'on va suivre, qu'on va découvrir à distance de l'accouchement, et on va voir cette dysfonction cardiaque. Et là, on va la traiter comme une cardiomyopathie dilatée primitive. C'est compliqué d'être sûr que c'est lié à la grossesse, mais on va faire comme nous, bons cardiologues, on n'a pas d'étiologie, mais on a une FE altérée. On va mettre nos traitements d'insuffisance cardiaque qui sont les mêmes que pour une cardiomyopathie lambda. Le pronostic de cette cardiomyopathie du péripartum chez des patients qui sont traités de façon optimale, là c'est vraiment les chiffres pour des patients bien traités, et ben, ce n'est pas non plus fabuleux parce qu'on va avoir une normalisation de la FEVG que dans 40 à 50% des cas. On va avoir une persistance de la dysfonction VG entre 40 et 50%. On va avoir 2 à 3% de transplantation cardiaque et un décès dans 1 à 3% des cas. Alors, la question qu'on va se poser, et c'est ce que Benjamin est en train de se poser pour notre dame d'introduction qui veut avoir une deuxième grossesse. Donc là, en fait, dans ce tableau-là, il y a 2 cas. Il y a les patientes qui ont récupéré une FEVG, qui ont normalisé la FEVG à plus de 50%, et puis celles qui vont garder une dysfonction ventriculaire gauche. Et on voit que celles qui gardent une dysfonction VG, elles ont une chance sur 2 de refaire une décompensation cardiaque au moment de la grossesse, une chance sur 4 de décéder, une chance sur 2 d'avoir un accouchement prématuré. Alors que celles qui ont normalisé leur fonction cardiaque, il y a 0% de chance, même si le 0% n'existe pas, mais de décès, et 26% de chance de faire une décompensation, enfin de malchance de faire une décompensation cardiaque. Donc, ce qu'il faut retenir avec ce tableau, c'est qu'il faut plutôt déconseiller une nouvelle grossesse et la contre-indiquer si la FEVG ne s'est pas normalisée sous traitement. Après, c'est assez relatif, la patiente fait bien ce qu'elle veut. Et en tout cas, il faut penser que si elle veut une nouvelle grossesse, il faudra la prévenir que les traitements de l'insuffisance cardiaque, ils sont tératogènes, donc il faudra les stopper. Et il faudra préparer cette nouvelle grossesse pour les stopper au moment du projet de grossesse. Donc, il ne faut pas non plus les bouder, entre guillemets, parce qu'il va falloir les accompagner dans leur projet. Et il faudra discuter la bromocriptine au dernier mois de grossesse de manière collégiale. Donc, pour conclure, c'est un diagnostic qu'il faut évoquer devant toute insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique en fin de grossesse ou dans le mois suivant l'accouchement. C'est un diagnostic d'exclusion après avoir éliminé les autres hypothèses que j'ai citées. C'est une prise en charge en soins continus pour les patients à haut risque.
Il faut discuter la bromocriptine au cas pour cas. Et il faut déconseiller une nouvelle grossesse, mais accompagner les patientes si elles récidivent leur nouvelle grossesse.